Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. En effet, il m'est parfois difficile de répondre à certaines des questions que je reçois en privé, car soit elles ne me concernent pas directement, soit parce qu'en tant que soumise, je ne me sens pas vraiment légitime à apporter une réponse. C'est pour ces raisons que j'ai proposé à mon maître de se joindre à moi lors d'un podcast, réalisé sous forme d'interview, afin de répondre aux questions qui nous sont le plus souvent posées. Et je le remercie d'avoir accepté. Maître, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont pas lu mon roman Évidence, pouvez-vous revenir sur vos débuts et la façon dont vous avez découvert l'univers du BDSM ? D'abord, je ne saurais trop conseiller de lire en effet le roman Évidence, qui est certes un roman d'Eva, mais fortement autobiographique. Et pour toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, je peux en effet revenir sur ses débuts. Je pense avoir toujours été un dominant dans mes relations amoureuses et aussi loin que ça peut remonter. J'ai toujours aimé prendre les rênes d'une relation et avoir avec mes partenaires une relation plutôt dominant-dominé. Mais ces jeux dans l'aventure amoureuse ne sont rien par rapport à ce que peut être le BDSM, et cette rencontre-là avec le BDSM, je l'ai fait loin de la France lors d'une mission particulière que j'avais à remplir en Corée du Sud. Et à cette occasion, un de mes contacts présents là-bas avait manifesté non seulement quelque intérêt sur ma personne, mais avait un comportement qui pouvait apparaître étrange. J'ai été séduit par cette femme et cette femme m'a fait rencontrer d'autres personnes dans cet univers qu'aujourd'hui je peux appeler le BDSM. Et donc mes premiers pas dans ce milieu remontent à longtemps. C'était en Corée, avec une soumise parfaitement expérimentée qui connaissait ce milieu et qui m'a petit à petit amené à contacter d'autres maîtres et à pratiquer d'autres jeux que ceux dont j'avais l'habitude. Je pense avoir été un apprenti maître et puis un maître extrêmement doué. Et je remercie Agnon, c'était son nom, de m'avoir initié à quelque chose qui allait transformer ma vie. Quelles sont les qualités et compétences essentielles selon vous pour être un maître ? J'avoue que j'ai une vision assez élitiste de la maîtrise. Pour moi, un maître n'est pas un dominant ordinaire. Je pense très sincèrement qu'il faut avoir sans doute des gènes de dominant, des gènes de man alpha, des choses qui diffèrent forcément d'un individu à l'autre. C'est mon côté, de ce point de vue-là, assez exclusif dans cette relation. Je pense que tous les hommes ne sont pas aptes à être maîtres, de même que toutes les femmes ne sont pas aptes à être soumises. Alors dans les qualités, ma vision élitiste poussera à dévoyer un certain nombre de qualités physiques et psychologiques, mais pas que cela. Je dirais être maître demande une énergie, demande une disponibilité, demande des moyens pour vivre pleinement cette relation et ne pas imposer à l'autre une relation de sous-catégorie qui inévitablement entraînerait de la frustration. Donc pour moi, un bon maître est forcément quelque part une personne qui est déjà maître de lui-même, qui est maître de son agenda, maître de son temps, qui a la capacité financière pour pouvoir vivre cette passion et la faire vivre à une personne qui se confie et qui se donne complètement à lui. Et puis, attelé à ça, il faut de puissantes compétences du point de vue psychologique, parce que cette relation peut être extrêmement destructrice comme extrêmement valorisante. Et de mon point de vue, il faut avoir une finesse, une compréhension de l'âme et de la psyché de l'autre de haut niveau. Et enfin, je pense qu'il faut certaines conditions physiques, puisqu'être maître, c'est pas simplement profiter rapidement de quelqu'un qui se donne, c'est pouvoir animer une séance, pouvoir maîtriser son corps le temps nécessaire. Et je fais souvent la comparaison entre cette maîtrise dans l'univers du BDSM et d'autres maîtrises, comme les arts martiaux que j'ai pratiqués pendant très longtemps et qui pour moi relèvent de la même alchimie, maîtrise du corps et maîtrise de l'esprit. Quels conseils donneriez-vous aux dominants qui souhaitent se lancer dans le BDSM, maître ?
J'avoue que j'ai beaucoup de mal à donner des conseils à un autre dominant. C'est un milieu où finalement on est quelque part des mâles alpha, donc forcément en compétition. J'ai eu plusieurs échanges avec des personnes hommes qui cherchaient leur voie. Et je leur ai en effet donné des conseils d'usage qu'ils auront suivis ou pas, parce que ces conseils sont directement issus de mon expérience personnelle. Et cette expérience personnelle, vous l'aurez compris en début de cette interview, moi je la dois essentiellement à une soumise. Donc finalement, je revendique pleinement et j'assume pleinement avoir été moi-même éduqué par une personne de qualité, une soumise de qualité, et qui a pu me mettre en contact avec des maîtres de haut niveau, qui maîtrisaient parfaitement leur art sous tous ses aspects et qui m'ont énormément enseigné. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être un dominant de ne pas être seul dans cette démarche, de se rapprocher, soit au travers d'échanges par réseaux sociaux, épistolaires, ou en club de dominants expérimentés pour les premiers pas, parce qu'on oublie que trop qu'un maître peut détruire une personne physiquement et psychologiquement. Et donc il y a la maîtrise technique de tous les jeux, de toutes les postures, de tous les gestes qui font l'univers du BDSM, mais il y a également cette compréhension psychologique qui est extrêmement importante dans ce domaine. Et je pense que ça, lorsqu'on l'apprend seul, quelles que soient ses qualités, finalement on peut faire d'énormes erreurs, mais ces erreurs percutent inévitablement une femme qui a donné toute sa confiance en quelqu'un qui n'était pas encore à même de la recevoir. Et donc le conseil que je donnerais, c'est se rapprocher de maîtres expérimentés, au moins dans ses premiers pas, et après trouver sa voie par lui-même au travers ses zones d'intérêt. Est-ce qu'il est plus SM, est-ce qu'il est plus dans le jeu, est-ce qu'il est plus dans un BDSM psychologique? Auriez-vous des conseils de prudence pour celles et ceux qui débutent, maître, qu'il s'agisse du maître ou de la soumise, autant du côté technique que psychologique? Sans revenir sur ce que je viens de dire pour les maîtres, si je regarde cette fois-ci le point de vue de la soumise, je dirais que pour avoir rencontré beaucoup de soumises et avoir été en contact avec beaucoup de femmes qui avaient des aspirations énormes, le premier conseil, c'est quelle que soit l'envie que l'on a de se donner ou de découvrir ce monde, ne pas se précipiter. C'est un engrenage que l'on va découvrir et parfois qu'on va découvrir trop tard. On sera prise dans une relation toxique et celle-ci peut extrêmement dégrader la psychologie et une personne tout entière. Je n'ai vu que trop de personnes qui avaient été réellement détruites par des relations toxiques. Donc l'envie peut pousser une femme à se donner pleinement, et parce qu'elle est prête à se donner pleinement, elle peut faire également de grossières erreurs. Donc le premier conseil que je donnerais à une soumise, c'est en effet de prendre le temps de se renseigner sur ce dominant à qui elle est prête à se donner entièrement. Je pourrais revenir sur la façon d'essayer de dialoguer ou de vérifier que cette personne est la bonne. Mais ne pas se précipiter, ça c'est le maître mot, parce que c'est réellement une relation d'emprise, et une fois qu'on est pris dans cette emprise, enfermé là-dedans, on a du mal à retrouver l'élément de clarté, l'élément de lucidité qui fait qu'il faut s'en sortir, il faut s'en sortir vite. Et pour un homme, je dirais que les premiers pas étant faits, et je m'applique à moi-même cette recommandation, c'est qu'on peut se laisser très, voire trop facilement griser par ce sentiment de puissance et de domination que l'on a sur un être qui se donne. Et à partir de là, on peut aller chercher soit des formes de rivalité ou de compétition avec cette personne-là, et dans des actes SM durs, on peut peut-être aller trop loin et casser physiquement une personne. Donc ne pas se laisser griser, garder de la retenue. On peut sans doute donner ce conseil à pas mal de personnes qui vont débuter, qui inévitablement à un moment donné vont se sentir complètement aveuglés, voire grisés par cette puissance qui d'un coup ils ont sur un autre être humain qui s'est donné à lui. Il y a une question que me posent très souvent des soumises ou futures soumises. Comment reconnaître et rencontrer un bon maître ? C'est une question extrêmement difficile, parce que je pense que si tu reçois autant de questions, c'est que ça traduit une attente énorme dans ce secteur-là.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui rêvent à vivre une relation qui est peut-être à ce stade encore un rêve ou un fantasme, et vont projeter sur la première personne qui va se présenter à elles toute cette envie-là. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, une précipitation qui peut être extrêmement dommageable. Alors, les conseils que je donnerais, c'est la première, c'est se renseigner évidemment par tous les moyens sur la personne à qui on a envie de se donner. Et je crois qu'un vrai maître le comprendra fort aisément si on a affaire à un individu dominant qui d'entrée estime que c'est un acte complètement déplacé, que cette postulante soumise a d'essayer de se renseigner sur qui il est, c'est quoi son passé, etc. Je crois que d'entrée, il faut dire je passe à une autre personne. Parce qu'un vrai dominant va comprendre que dans cet acte un peu absolu de don de la personne, de don psychologique, de don physique, il y a quand même un intérêt à sécuriser la relation. Donc mon premier conseil, c'est se renseigner. Alors dans le renseignement, c'est est-ce que ce maître-là est un maître expérimenté? Est-ce qu'il a eu d'autres soumises? Est-ce qu'on peut rentrer en relation avec d'autres soumises? Et quand je dis ça, je le pense réellement. Rien de mieux qu'une femme pour parler à une autre femme sur la qualité ou les défauts de tel ou tel individu. Mais c'est également faire une recherche personnelle, regarder dans ses écrits quelles sont les aspirations, quelles sont les attentes, essayer de déceler le vrai du faux, évidemment essayer d'en savoir le maximum, le maître qui va s'abriter derrière un écran de PC sans se dévoiler plus que ça, alors que cette relation est faite d'une énorme besoin de vérité et d'authenticité, et quelqu'un qui a forcément des choses à cacher. Et quelle que soit l'envie qu'il a de protéger une partie de sa vie professionnelle, vanille ou je ne sais quoi, en tout cas lui-même doit se livrer aussi nu que ce qu'il attend que la soumise le fasse. Donc je crois qu'il faut faire vraiment un travail d'enquête long, sérieux, pour pouvoir être certain que cette personne-là peut avoir des chances d'être le bon maître. Le deuxième conseil, c'est lors des premières séances, de ne pas hésiter à arrêter une séance. Si on s'aperçoit dès les premiers gestes, dès les premiers mots, dès les premiers contacts que c'est pas ça, que ça va pas le faire, ne pas se dire ça ira mieux demain. Non, il faut arrêter là de suite parce qu'encore une fois, on est pris dans un engrenage et cet engrenage peut être extrêmement destructeur. Troisième conseil, c'est évidemment les sécurités essentielles que l'on rappellera toujours. Une première relation doit se construire sur la confiance, mais rien ne vaut un safe word, rien ne vaut assurer ses arrières, peut-être prévenir une personne de confiance de ce jour-là, on va se rendre à une séance et puis on ne connaît pas encore pleinement ce dominant avec qui on va se donner. Voilà, donc c'est des règles finalement de bon sens, mais ce bon sens, malheureusement, j'ai trop vu des personnes, des femmes aveuglées par l'envie qui n'étaient plus capables d'avoir le raisonnement qu'elles auraient eu en temps normal d'une relation amoureuse tout à fait vanille. Et comment faire des rencontres ? Je crois qu'il n'y a pas de miracle en la matière. Personnellement, j'ai jamais eu besoin de faire des rencontres. J'ai toujours eu des soumises qui venaient à moi. Ce qui veut dire que peut-être l'affichage d'un maître sur un réseau social, sur un site internet, lorsque lui-même prend le temps d'écrire, de relater, d'expliquer ses attentes, c'est une bonne façon de discerner sur ce marché, sur ce domaine, la bonne personne. On pourrait tout à fait banalement considérer qu'il faut se rendre en club, mais bon, on s'aperçoit avec l'expérience que beaucoup de dominants ne franchisseront jamais le seuil d'un club. Donc moi je dirais, oui, c'est le bouche à oreille et c'est être extrêmement attentif. Vous aurez compris au travers cette relation que j'ai avec Eva que l'écrit est très important pour moi, les mots sont très importants. C'est le miroir de l'âme et il est important de regarder la façon dont une personne se présente avec ses attentes, son expérience et peut-être faire le tri déjà sur ce qui existe sur la toile avant de commencer à envoyer son premier message et puis continuer sa démarche personnelle et sa petite enquête personnelle. Mais c'est une quête que je qualifie d'extrêmement difficile. Personnellement, je suis persuadé qu'à un moment donné, si la rencontre doit se faire, elle se fait. Et ma vie a été égayée de plusieurs soumises de grande qualité, jusqu'à la dernière que je possède aujourd'hui.
Justement, aujourd'hui, quel bilan feriez-vous de votre expérience BDSM, maître ? Un bilan. Est-ce que l'heure est au bilan ? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est que je ne serais pas séparé de ma propre personnalité. Finalement, j'ai toujours été maître sans le savoir, j'ai toujours été dominant sans le savoir. Ça m'a apporté tellement de rencontres, tellement de plaisir. Je crois avoir jamais eu besoin de... C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, de confiance en moi, parce que j'ai souvent brillé dans tout ce que j'entreprenais, mais ça apporte en plus la confirmation qu'on est un être un petit peu différent. Et dans les moments difficiles d'une vie, parce qu'il y en a forcément, c'est quelque chose qui est fort, au même titre que, je disais tout à l'heure, une pratique assidue et longue des arts martiaux ou une croyance religieuse. Voilà, ça fait partie de ce qui fait ma personnalité et je trouve que ça y a donné beaucoup de contenu, beaucoup de richesse. Ça oblige également à être capable de jongler entre différentes vies, à les cloisonner et c'est des qualités qui indéniablement servent dans la vie au quotidien. Donc je ne regretterai jamais d'avoir un jour poussé la porte de ce club au fin fond d'un quartier bloc de Séoul. Je ne regretterai jamais ça. Je ne regretterai jamais d'avoir donné du temps et de l'énergie à toutes celles qui ont croisé ma route. Je vous remercie pour toutes ces réponses, maître. J'espère que vous avez aimé ce podcast et en découvrir davantage sur mon maître ainsi que sur sa vision du BDSM. Il y a sans doute des points qui nécessiteraient d'être développés davantage ou sur lesquels vous souhaiteriez en savoir plus ou simplement débattre. N'hésitez pas à apporter vos commentaires et témoignages et à poser vos questions, de préférence sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou YouTube. C'est là que je serai la plus à même de vous répondre. Je publie un nouvel épisode un lundi sur 2 à 18h. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et à très bientôt.